La situation empire dans les hôpitaux de Moselle. Depuis le 28 décembre, les soignants sont en grève. Dans les établissements de soins, les effectifs diminuent de jour en jour, au point que l'hôpital de Saint-Avold a décidé de fermer ses urgences la nuit. Exception notable à Forbach, où les effectifs des urgences sont quasiment au complet, mais peinent à absorber la surcharge de patients venus de Saint-Avold et de Sarreguemines. Une fève au goût amer. Les boulangers-pâtissiers sont particulièrement impactés par la hausse des coûts de l'énergie. À l'occasion du partage de la traditionnelle galette des rois, ils ont exposé aux élus sarregueminois les difficultés qu'ils rencontrent actuellement. Pénurie de certains médicaments, les pharmacies sont confrontées à des difficultés d'approvisionnement, en particulier en paracétamol et certains antibiotiques. Les boîtes sont livrées au compte-gouttes, aucun retour à la normale ne se profile pour le moment. Solution innovante pour recruter, l'agence d'intérim CRIT a proposé à Litch International d'organiser un job dating au sein de cette entreprise sarralbigeoise spécialisée dans l'aéronautique. Une quinzaine de postes en intérim sont à pourvoir. Et l'invité du jour de cette émission est le président de la communauté de communes du Pays de Bitche, David Suc. Bienvenue sur le plateau de Mosaïque Cristal. Et puis avant de faire votre interview de début d'année, je donnerai aussi la parole à Thibaut pour la chronique hebdomadaire consacrée à la culture. Sur quel thème aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire un petit bilan 2022 des fréquentations au cinéma. On verra ça dans quelques minutes. Place d'abord à l'actu. Depuis le 28 décembre, les soignants sont en grève. Dans les hôpitaux, les effectifs diminuent de jour en jour. Manque de moyens humains et financiers, épuisement général. Les soignants sont à bout de souffle. À Saint-Avold, par exemple, les urgences sont fermées la nuit. État des lieux de la situation en Moselle dans ce reportage d'Anne-Sophie Gross et Yorani Tozik. Les urgences de Saint-Avold ne tournent plus qu'en journée. En cause, un manque de personnel dû à un épuisement général de la profession. Dans cet établissement, ce ne sont pas moins de 36 soignants sur 38 qui sont en arrêt maladie. Alors malgré le recours à des soignants vacataires, la direction a pris une décision inédite, celle de rediriger toutes les ambulances vers les structures voisines à la nuit tombée. Pour pallier la fermeture des urgences, ce sont les hôpitaux des communes alentours qui compensent. À Forbach, le service des urgences ne tient plus qu'à un fil. Si pour l'heure, l'équipe de soignants a décidé collectivement de ne rien lâcher, ils ignorent combien de temps encore ils pourront tenir dans ces conditions. Et les prochains jours ne devraient pas être synonymes d'éclaircie, car dès le 11 janvier, Force ouvrière, deuxième syndicat de la fonction publique hospitalière, a décidé de lancer un appel à la grève illimitée, une manière de dénoncer des conditions de travail qui se dégradent depuis des années et une prise en charge des patients de moins bonne qualité. Ils réclament donc 200 000 recrutements dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Emmanuel Macron a bien tenté de calmer la grogne des soignants au début du mois de janvier. On a aujourd'hui près de 4000 assistants médicaux qui ont déjà signé un contrat. On doit arriver à 10 000 d'ici la fin d'année prochaine. Et ça, c'est faisable. Mais également une meilleure organisation du temps de travail pour sortir de la rigidité des 35 heures. Des annonces jugées insuffisantes pour le personnel. Aux urgences de Thionville, le syndicat MICT-CGT, à la demande du personnel paramédical des urgences, a également déposé un préavis de grève. Un rassemblement est prévu ce mercredi à 11 h devant les urgences. Mais l'action reste symbolique, car à l'hôpital public, les grévistes sont réquisitionnés pour assurer la continuité des soins. À noter que depuis le 6 janvier, l'ARS Grand Est et la préfecture de la Moselle ont déclenché le plan blanc dans tous les établissements de santé, privés ou publics, du département. Les auxiliaires de vie et aide à domicile du groupe AVEC se mobilisent. Un collectif de 7 salariés s'est déplacé à l'agence de Sarreguemines ce matin pour faire part de leurs inquiétudes. Lundi, le PDG du groupe, Bernard Ben Saïd, a été placé en garde à vue. Il est soupçonné de prise illégale d'intérêt et de détournement de fonds publics. Un problème de trésorerie qui implique que le salaire de décembre des aides à domicile n'a pas pu être versé dans son intégralité. Plus d'explications avec Chantal Goudot, déléguée syndicale. Normalement, il était prévu que vous touchiez une rémunération plus importante au mois de décembre par rapport au mois précédent. Et finalement, c'est tout l'inverse qui s'est produit, je crois. Oui, exactement, parce qu'au mois de décembre, normalement, sont payés les compteurs de modulation, dans les heures excédentaires que les salariés font au cours de l'année. Donc, c'est un pécule d'heures qu'elles comptabilisent sur un compteur et qui sont payés au mois de janvier. Il y a eu un problème et la direction a décidé de verser en 2 fois ces salaires-là. Jusqu'au 12
12 pour la première partie, pour les premiers 50%, et jusqu'au 24 pour la deuxième partie. La problématique est due aussi à la mise en garde de M. Ben Saïd qui a eu lieu le 9, donc il y a eu sans doute des fonds qui ont été bloqués. On n'a pas tenu compte des salariés qui ont vraiment des petits salaires. Vous imaginez une salariée qui a 800 € de paye, elle va se retrouver à 400 €, comment elle va faire face à ces échéances? C'est remplir son frigo, payer ses factures et ensuite remplir son réservoir d'essence pour aller travailler. Elle a vite fait son choix. On est assez confiant pour le 24 parce qu'on va travailler avec, on va avoir des rentrées d'argent des financeurs, mais qu'est-ce qui sera du salaire de janvier? Ça, effectivement, on n'en sait rien. C'est vraiment la donne aujourd'hui. On est vraiment dans une situation financière qui est compliquée, très compliquée. Compte tenu de cette incertitude, allez-vous continuer à travailler normalement ou allez-vous cesser le travail parce que peut-être vous ne serez plus payé? Elles ont déjà choisi les tâches qu'elles vont effectuer et certaines n'iront même pas travailler. Alors ce que nous, on a eu comme précision hier par la direction, et on a insisté sur ce fait-là, que tous ces salariés qui n'iront pas travailler parce qu'elles ne pourront plus remplir leur réservoir d'essence pour aller travailler, parce qu'il faut savoir que c'est elles qui engagent des frais pour aller travailler, qu'elles ne seraient pas sanctionnées. Mais bon, elles se posent quand même des questions, elles l'ont dit ouvertement tout à l'heure. Oui, mais combien de temps ça va durer? Et si je vais travailler aujourd'hui et le 24 je ne suis pas payée, moi j'avance de l'argent pour mon employeur quand même. Une situation qui est donc pleine d'incertitudes. Les choses commencent à se clarifier en revanche concernant les retraites. Le gouvernement a présenté hier son projet de réforme. Parmi les principales annonces présentées par la Première ministre, il y a le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans ou encore la mise en place d'une pension minimum à 1 200 € pour les personnes ayant eu une carrière complète. Victor Duflot et Guillaume Dumonteil sont venus à votre rencontre pour savoir ce que vous en pensez. Passer de 900 € à 1 200 €, j'ai l'impression que c'est de l'utopie. On vit de plus en plus longtemps, donc il faut un peu travailler plus, parce que la caisse de retraite, c'est pas extensible, hein. Je trouve que c'est quand même une bonne chose. Il faut changer cette réforme parce qu'elle date quand même du moment, enfin de l'époque de la guerre, et il faut quand même changer, surtout pour les générations futures, pour que justement, eh bien, il y ait aussi une retraite pour eux. Moi, avant, j'étais préparateur de commandes. Et là, je suis passé chauffeur poids lourd, chauffeur livreur. Et du coup, on transporte de la marchandise, on livre les magasins et tout ça. Et c'est un métier, voilà, avec à certain âge, même pour monter et rattraper les colis pour livrer les clients. Je vois des collègues à moi qui ont un certain âge, ils ont 55 ans, je vois qu'ils ne sont pas en pleine forme. Et ils souffrent de douleurs de dos, voilà, à force. Le corps, ça use. Il y aura des changements, ça c'est sûr. Je m'attends à travailler plus longtemps, donc voilà. Mais pour moi, c'était déjà ancré dans ma tête depuis longtemps, même avant la réforme. Je me doutais bien qu'il faudrait travailler plus longtemps. On n'est pas sûr que ce système-là, de répartition, est-ce qu'il est pérenne ou est-ce que par la suite, donc ce qui est fait cette année, on n'est peut-être plus vrai l'année prochaine. Hein, voilà, donc on est à mon avis dans un flou, mais néanmoins il faut bouger, hein, il faut faire quelque chose, hein, sinon on va, je crois, droit dans un mur. Hein. Il faut profiter de la vie. Là on est encore jeune, on travaille, voilà, et à un certain âge il faut mieux être posé tranquille. Ça devrait être laissé à chacun. Celui qui a envie de travailler plus longtemps travaille plus longtemps, et celui qui n'a pas envie, il arrête et il sait à quoi il s'attend. C'est une tradition. Chaque année, la corporation des boulangers-pâtissiers de Sarreguemines Beach Sarralbe est accueillie par les élus pour partager la galette des rois. Exemple hier soir en mairie de Sarreguemines, c'était l'occasion pour les artisans de faire part de leurs inquiétudes actuelles, surtout liées au coût de l'énergie. Reportage de Marie-Morgane Pires. Comme vous le savez, les temps sont difficiles pour les boulangers, mais aussi pour beaucoup d'artisans
et de TPE-PME. C'est le rendez-vous de début d'année pour les artisans boulangers et pâtissiers. Ils apportent leurs galettes des rois en mairie de Sarreguemines pour les partager avec les élus. Un moment convivial, mais qui permet avant tout de faire part des problématiques actuelles rencontrées par les patrons. Après la hausse du coût de leurs matières premières, ils subissent, comme de nombreuses professions, la forte augmentation du prix de l'énergie. C'est les moments de demander le soutien de nos élus, justement pour qu'ils fassent aussi remonter des messages au niveau des différentes instances territoriales et de l'État, effectivement aussi, c'est le but, pour faire bouger les choses et puis pour que nos artisans boulangers puissent continuer à travailler sereinement, tout en limitant la casse, parce que malheureusement, avec ce qui nous tombe dessus, il y aura bien entendu de la casse, quoi qu'il arrive. Des boulangers qui n'arriveront pas à se relever par rapport aux factures électriques ou d'énergie tout court qu'ils ont reçues. Selon le président des boulangers de l'arrondissement, il n'y a pas de fermeture prévue pour le moment chez les artisans du secteur. Emmanuel Macron a annoncé le 5 janvier la mise en place d'un bouclier tarifaire ainsi que des reports de charges pour les commerçants en difficulté. Il y a des boulangers qui ont eu des très grosses factures, des augmentations de x4, x5, x7. Donc ça c'est quand même dramatique. Alors il faut absolument que tous les boulangers se tournent vers nous, représentants de la fédération et représentants des boulangers, porte-parole des boulangers, pour qu'on leur explique comment mettre en place les aides d'après les contrats d'énergie qu'ils ont. Le maire Marc Zingraf en a profité pour afficher son soutien aux boulangers venus hier soir de Sarreguemines et Volminster. Et ce soir, des membres de la Corporation des boulangers-pâtissiers seront accueillis par la communauté de communes du Pays de Bitche. Ils partageront leurs galettes à la médiathèque Joseph Schaeffer. Après la crise de l'énergie, la crise des médicaments, les pharmacies manquent de certains médicaments. Il s'agit surtout du paracétamol et de quelques antibiotiques. Aujourd'hui, les stocks sont faibles et les pharmacies doivent s'organiser au jour le jour. Exemple à la pharmacie de la Citadelle à Bitche, dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. Les stocks n'ont jamais été aussi limités. Dans cette pharmacie de Bitche, le Doliprane en suspension pour les enfants ou encore les antibiotiques comme l'amoxicilline viennent au compte-gouttes. Des fortes tensions sur leur approvisionnement qui sont apparues durant le mois de décembre. On avait énormément de gens malades et énormément de ruptures. Alors le paracétamol, on avait heureusement un stock tampon qui nous a permis d'absorber les ruptures sur un certain temps. Par contre, les antibiotiques, c'était vraiment plus compliqué. Parce que du coup, il y a différentes molécules et on ne peut pas toujours remplacer d'une molécule à une autre selon la pathologie. Si un antibiotique venait à manquer, la pharmacie doit contacter les médecins traitants pour une solution de secours. Elle les informe régulièrement sur l'état du stockage. Habituellement, la pharmacie passe de grosses commandes auprès des laboratoires pour 3 mois. Aujourd'hui, le rythme est bien différent. On appelle nos fournisseurs plusieurs fois par jour et du coup les molécules qui sont en flux tendu donc sont contingentées et on en reçoit quelques-uns le matin, quelques-uns l'après-midi. Mais c'est une perte d'énergie énorme et une perte de temps. On appelle les laboratoires plusieurs fois par jour. Une charge de travail supplémentaire qui impacte le planning de la pharmacie. Pour le moment, aucun retour à la normale se profile. Les employés seront même amenés à fabriquer elles-mêmes des gélules d'amoxicilline d'ici quelques jours. Pénurie aussi de main-d'œuvre dans différents domaines d'activité. Exemple à Sarralbe, où l'activité a repris pour Litch International, mais où les effectifs font défaut. L'entreprise spécialisée dans l'aéronautique peine à trouver des intérimaires. Pour inverser la tendance, un job dating a été organisé au sein même de l'entreprise pour attirer des futurs recrues. C'est ce qu'a proposé l'agent d'intérim CRIT à Litch International. Environ 60 candidats se sont déplacés hier matin. Retour sur cette matinée avec Marie-Morgane Pires. Des entretiens sous forme de speed dating pour recruter de nouveaux intérimaires. L'entreprise Litch International à Sarralbe, qui emploie actuellement 330 salariés, a souffert de la crise du Covid dès 2020 avec une importante baisse de production. Ici, des relais électromécaniques, soit des distributeurs d'énergie pour les industries ferroviaires, aéronautiques et spatiales, sont fabriqués. Litch s'était alors séparé de l'ensemble de ses intérimaires. L'activité qui a énormément repris après la crise du Covid. Donc comme l'activité elle a augmenté, nous on a dû effectivement faire appel à différentes agences pour pouvoir avoir un petit support et une aide de la part des intérimaires. Ouais. Et au cours des derniers mois, on a eu énormément de mal à recruter, à avoir des candidatures, donc en production, en maintenance, au magasin. L'entreprise compte à ce jour une quarantaine de personnes en contrat d'intérim. Elle a sollicité à plusieurs reprises l'agence CRIT de sa réunion pour étoffer son vivier, sans grand succès. Cette dernière lui a alors suggéré d'innover en organisant un job dating.
convié des demandeurs d'emploi sur place pour découvrir l'environnement de travail. Et ça fonctionne, une 60aine de candidats se sont déplacés. Le job dating avec mise en situation réelle, visite de la société, présentation de la société également, c'est un concept qui plaît beaucoup aux demandeurs d'emploi, qui leur permet effectivement de se rendre compte de ce que propose la société en termes d'emploi, et ça attire beaucoup de monde. Une matinée en totale immersion qui s'est achevée par les entretiens individuels. Les demandeurs d'emploi qui souhaitent intégrer l'entreprise auront droit à un second entretien plus complet à l'agence d'intérim. Une quinzaine de postes sont proposés pour l'instant. 5 500 €, c'est le montant récolté au profit de l'AFM Téléthon lors de l'action menée par le Cora et les sapeurs-pompiers de Sarreguemines en décembre dernier. 2 challenges avaient été lancés. L'un, gravir la tour des pompiers 150 fois, soit l'équivalent du Mont Blanc. L'autre, parcourir 1000 km à la salle de sport éphémère du Cora, soit un aller-retour Sarreguemines-Chamonix. Les participants ont parcouru au total 1161 km, un record. 20 centimes d'euros ont été reversés par kilomètre parcouru. Hier matin, la remise de chèques s'est déroulée à Cora-Sarreguemines en présence des partenaires. Un joli montant, 5 500 € donc au total, c'est plus que l'an passé. En 2021, cette opération avait permis de récolter 4 512 €. Et puis Cora l'a confirmé, il y aura bien une 3e édition l'année prochaine. La ville de Sarreguemines devrait d'ailleurs se greffer au projet. On poursuit cette émission en musique avec le groupe Enjoy Gospel. Il était en concert au sanctuaire du Blauberg à Sarreguemines. Dans son répertoire, des chansons de différents continents. Le public venu en nombre a été mis à contribution lors de certains morceaux pour danser et chanter avec la chorale. Reportage d'Emilia Zell et Thibaut Desmerlet. Le concert au sanctuaire du Blauberg à Sarreguemines débute avec des choristes apparemment en retard. Mais parmi le public, certains se lèvent pour chanter. Le groupe Enjoy Gospel vient de nous faire une petite blague. Le concert s'est décomposé en 2 parties. Durant la première, les choristes ont interprété des chansons religieuses en langue africaine. Puis, en 2e partie, ils sont passés au gospel américain. Enjoy Gospel, une chorale créée en 2010, a 2 particularités. Elle rassemble des chanteurs de toute la Moselle et est dirigée par une chef de chœur qui n'avait jamais fait de musique. Je dirige la chorale depuis 2016 à la demande de Frédéric Setozzo. J'y ai pas cru quand il me l'a demandé. C'était juste improbable pour moi. Mais en fait, je pense qu'il avait repéré que j'ai un petit peu d'oreille. Et du coup, j'apprends tous les chants par cœur, à chaque fois en 4 voix. Et ça me permet d'animer le groupe. Isabelle a choisi de faire partie de ce groupe vocal pour des raisons de proximité, mais n'a pas choisi le gospel par hasard. Alors cette chorale en particulier, c'est pas forcément cette chorale que j'ai choisie, mais effectivement le gospel, le chant gospel m'a toujours attiré. J'aime beaucoup le rythme, les sensations, les sentiments qui se dégagent de ce chant, puis la chaleur, l'humanité et le message qui est transmis par ce chant choral. Il y a quelques années, la troupe était composée de 35 personnes. Aujourd'hui, ils sont 25 choristes. Si vous aimez chanter et que le gospel vous attire, la chorale Enjoy Gospel est toujours à la recherche de nouveaux talents. On continue dans le domaine de la culture avec la chronique de Thibaut. Et Thibaut, tu nous donnes d'abord quelques idées de sortie. Oui, alors en ce début d'année 2023, la culture redémarre doucement après les fêtes, le temps que ça se remette en route, mais j'ai 2 événements sous la main. Le premier concerne le musée de la faïence à Sarreguemines. C'est un petit rappel. Une exposition est toujours en cours jusqu'au 26 février de cette année. Elle s'intitule Jeanne, une icône lorraine à la faïencerie de Sarreguemines. Vous pouvez découvrir des objets à son effigie qui retracent la vie de cette figure historique. Ces pièces font partie des premières produites à la faïencerie de Sarreguemines qui étaient destinées à relayer un message patriotique. Et puis on abandonne le musée pour aller sur scène avec la 2e sortie. La troupe théâtrale de Grundwiller est sur les planches avec sa nouvelle pièce pour la saison 2022-2023, Drafaribi des pompiers de Claude Dreyer. Il y aura 2 représentations ce week-end, le samedi 14 janvier à 20 h à Binin et le dimanche 15 janvier à 15 h à Frémin. La petite histoire est que la caserne des pompiers inaugure un tout nouveau camion. Le chef étant malade, c'est le sous-chef Auguste qui prépare les festivités et tout ne se déroulera pas comme prévu. Et cette année,
comme l'année dernière. Je vous le rappelle, vous pouvez tenter votre chance pour notre jeu ciné avec les Cinéma Forum de Sarreguemines. Ce sont 10 places à gagner chaque semaine avec un tirage au sort et un nouveau jeu chaque mercredi. Et ça tombe bien que tu parles de cinéma puisque tu vas maintenant nous dresser le bilan du 7e art pour l'année 2022. Oui, comment la fréquentation des cinémas a repris depuis la crise du Covid? Eh bien, le CNC, le Centre national de la cinématographie et de l'image animée, a dévoilé son rapport annuel. Et ce que l'on peut dire, c'est que la fréquentation des salles en 2022 est en dessous des années avant Covid. 152 millions de tickets de cinéma ont été vendus en France, alors que la barre des 200 millions est habituellement atteinte. 2022 a été assez inégal avec des périodes de forte baisse et une partie est due à l'offre plus faible en termes de blockbusters. Pour comparaison, en 2020, on était à 62 millions d'entrées en France. Mais le Covid était aussi en cause. Oui, avec le pass vaccinal complet obligatoire à partir du 24 janvier, l'interdiction de la vente de confiserie pendant 5 semaines et les restrictions n'ont été levées que le 14 mars. Alors quels sont les films qui ont le mieux marché durant cette année ? Eh bien, dans le top 10 figurent majoritairement des grosses franchises. Aucun film français ne figure dans ce classement. Même si elle est en baisse par rapport à l'avant-Covid, la part de marché des films américains atteint environ 40% avec 69 000 sorties. Eh bien, que retrouve-t-on dans ce top 10 ? Eh bien, dans le classement, nous avons Uncharted, Les Animaux Fantastiques 3, Thor 4, The Batman, Doctor Strange 2, Black Panther 2 ou encore Jurassic World 3. Et si on s'intéresse plus particulièrement au top 3, on retrouve Les Mignons 2 avec plus de 3,8 millions d'entrées, Top Gun Maverick avec plus de 6,6 millions d'entrées et pour finir, celui qui est toujours à l'affiche et qui fait un carton plein, Avatar 2, La Voix de l'eau, qui a déjà dépassé les 8 millions d'entrées. Et alors au niveau local, qu'en est-il du côté des Cinéma Forum de Sarreguemines ? Les Cinéma Forum ont enregistré une fréquentation qui est à l'image de la tendance nationale. Je vous propose d'écouter le directeur Jean-Marc Alpès. En tout cas, l'année 2022, on a clôturé à 148 000 spectateurs, en terminant sur des chapeaux de roue sur les dernières semaines de 2022. Et en référence par rapport à 2019, qui est une année avant Covid, on est en retrait de 29%. Un retrait un peu plus lourd que la moyenne nationale. La cause est bien le Covid et aussi le manque de blockbusters avec leurs sorties décalées. Le directeur des Cinéma Forum espère avoir un calendrier de sorties plus soutenu pour retrouver une meilleure fréquentation. Et cela commence par la fusée du moment, Avatar 2. Après 3 semaines d'exploitation, on approche les 10 000 spectateurs sur la ville, ce qui est vraiment énorme, hein, ce qui le situe dans le tout haut du panier. Et par rapport à des séances complètes, oui, depuis le 14 décembre, date de sortie du film, on est quasiment complet sur toutes les séances, sur notre nouvelle salle Excellence. Le public en raffole et donc je pense que ce succès va continuer sur les semaines à venir. Hein. Et donc la nouvelle salle, la salle 9, est une illustration de l'évolution technologique du cinéma et qui propose une nouvelle expérience, avec le son Dolby Atmos notamment. Et pour 2023, avec la sortie de Babylone, le nouvel Astérix, Super Mario Bros et tout un florilège de films à gros budget, les Cinéma Forum espèrent que la situation se normalise à nouveau. Eh bien, merci beaucoup Thibaut pour toutes ces explications. Et puis donc rendez-vous à tous dans les salles obscures, d'autant que la météo s'y prête particulièrement, comme vous allez pouvoir le constater dans un instant. Et puis juste après les prévisions de Météo France pour demain, eh bien, on retrouvera l'invité du jour, David Suc. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, le ciel sera une nouvelle fois très couvert demain et les averses tomberont tout au long de la journée. Côté température, les minimales iront de 6 à 7 degrés et les maximales de 9 à 11 degrés. Demain, nous fêtons les Tatiana et il fera jour de 8h26 à 17h. Passez tous une très bonne journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Le Roi des Vins, Astira-Vendel. 3500 références de vins, des alcools, une épicerie fine et des idées cadeaux. Nouveau, la cloche et sa large gamme de fromages et de charcuterie. Le Roi des Vins, le temple des gourmands et des gourmets. On entend les oiseaux chanter. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Vous avez un doute sur votre audition? Venez tester votre audition sur simple rendez-vous. Oui,
Mais à partir de quel âge? Quel que soit votre âge, au moindre doute, nous pratiquons un test de dépistage en magasin. Et à quel prix? Gratuitement. Alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous dès maintenant. Anticiper, c'est l'avenir. Un slogan à l'image d'un président, d'une équipe, le groupe Wagner. L'aventure démarre en 2006. Eric Wagner crée un bureau d'études, Alliance Coordination. 3 ans plus tard, il donne naissance à WETP, Wagner Environnement Travaux Publics, puis s'installe en zone industrielle de Wouswiller. En 2016, WETP rachète CMIT, Cartographie Mesure, Investigation Technique. Ensemble, les 3 entreprises forment le groupe Wagner. Du particulier au collectif, le groupe intervient sur les raccordements, pose et enfouissement de réseaux gaz, électricité, éclairage public et télécommunications. Efficacité et sécurité sont assurées grâce à des outils dernier cri. Une confiance toujours renouvelée auprès des donneurs d'ordre, GRDF, Enedis et les collectivités locales. Avec une flotte de 40 véhicules et 50 collaborateurs, le groupe Wagner est soudé. L'équipe partage des moments de complicité. Après une année 2022 riche de belles réalisations, toute l'équipe du groupe Wagner vous souhaite une très belle année 2023, jalonnée de nouveaux défis. Cette semaine, retrouvez un nouveau numéro de Polygone. Margot reçoit le recteur de l'Académie Nancy-Metz, accompagné de professionnels de l'éducation et d'un ancien élève de l'Étoile du matin. Ils discuteront des différentes manières de suivre le chemin de l'école. Polygone, l'école autrement, une émission à retrouver ce vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. Votre émission Polygone est réalisée avec le soutien du cabinet d'avocats Altekeller Sarreguemines. Il est temps de donner la parole à l'invité du jour, le président de la communauté de communes du Pays de Bitche. Alors David Suc, avant de parler de 2023, petit retour sur l'année qui vient de s'écouler. Est-ce qu'elle était par exemple à la hauteur des ventes records d'Extra, la nouvelle boule de Noël de Meisenthal? Quel est le bilan que vous dressez de 2022 dans le Pays de Bitche? Vous savez, c'est un bilan qui est naturellement un bilan à la hauteur des espérances, mais qui est émaillé évidemment par un certain nombre de crises. Et donc je crois que 2022 est une année compliquée, mais c'est une année auquel nous avons su faire face de manière globale et générale au niveau de l'intercommunalité, au niveau du département, au niveau de la population. Et on a essayé dans chacune de nos décisions d'apporter les meilleures réponses qui peuvent améliorer, faciliter le quotidien de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Alors ça fait partie de leur quotidien. Vous venez de voter en conseil communautaire une vaste étude à l'échelle du territoire du Pays de Bitche. 2023, année de la mobilité ? Année de la mobilité, année du développement, année de la solidarité, puisque la question de la mobilité est une question importante partout sur les territoires, et je crois que le Pays de Bitche a besoin évidemment de trouver une mobilité accrue, parce que la mobilité favorise le développement, la mobilité crée la richesse, et puis surtout le Pays de Bitche a besoin de retrouver des offres de mobilité collective. Et donc on a délibéré pour cette étude globale qu'on fera avec les intercommunalités voisines, que ce soit Sarreguemines ou que ce soit Niederbronn, avec en grande transparence à la fois avec le département et la région. Et puis, je crois que c'est important de le rappeler aussi, la communauté de communes avait pris la compétence mobilité, puisque à côté de ça, nous avons besoin d'organiser les mobilités au niveau du Pays de Bitche pour permettre à des populations d'être véhiculées, d'être déplacées. La question de la mobilité douce, qui est une question importante sur laquelle nous travaillons. Et puis, je crois que 2022 a aussi été l'année de l'engagement sur un certain nombre de grands sujets. On aurait pu l'aborder tout à l'heure. Nous avons réorganisé le ramassage des ordures ménagères. C'était un dossier important sur lequel nous travaillons de manière importante. La question de l'éducation, puisque nous avons signé une convention territoire éducatif rural avec l'État pour améliorer ce côté éducatif et cette capacité pour l'intercommunalité d'accompagner sur des questions pratiques l'enseignement dans les collèges. Un certain nombre de mesures et de décisions qui ont été prises pour améliorer la qualité de vie et le développement au Beachland. Alors ça va sans doute
pas être possible de tous les citer, mais quelques-uns quand même. Quels sont les grands projets pour 2023 dans le Pays de Bitche? Vous savez, les grands projets sont ceux déjà qu'on a validés dans le contrat de territoire au travers du PTRTE. On a organisé un certain nombre de réunions, on a mobilisé des centaines d'élus pour définir la stratégie, l'orientation du Pays de Bitche à horizon 2030-2040 sur les questions d'économie, sur les questions de mobilité, sur les questions culturelles. Et je crois qu'on est dans la déclinaison de ces projets-là, à la fois sur les questions sportives, je ne vais pas évoquer le stand de tir sur lequel nous travaillons, et au-delà de ces questions de la pratique sportive et de la pratique culturelle en milieu rural. Vous avez évoqué le site Verrier, je pourrais évoquer le site du Moulin des Schuller, je pourrais évoquer le Simserof, et donc on travaille sur ces dossiers qui sont des dossiers au long cours. Je crois que ce qui est important pour un territoire, c'est d'avoir une vision globale et générale à long terme, non pas sur la dimension du mandat, parce que ce serait complètement désuète. On est là dans une dimension globale, avec une volonté forte qui est de permettre à ce territoire de travailler avec des partenaires choisis, de travailler sur des questions particulières, puisque vous savez que le Pays de Bitche est un territoire particulier, que cela soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau de l'économie, au travers des circuits courts, au travers de l'environnement, et je crois qu'on est dans cette lancée de manière générale. Il y a tout juste un an, début 2022, dans ce même exercice de style d'interview de début d'année, vous aviez beaucoup appuyé la volonté de tourisme et de structuration, d'organisation du Pays de Bitche comme destination touristique. Quelles ont été les avancées en 2022? Est-ce qu'il y en a eu? Vous avez Noël de Moselle, qui a retenu le Pays de Bitche à côté de Metz avec deux autres localités comme une des destinations fortes. Et lorsqu'on parle de Noël de Moselle, vous avez pu découvrir évidemment toutes les festivités que nous avons organisées à Bitche, à Meisenthal, à Lemberg. Et donc évidemment, il y a eu des avancées fortes. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui se sont déplacées. Vous avez évoqué la boule. On pourrait évoquer évidemment toutes ces manifestations qui permettent à ce territoire d'organiser une vraie destination sur la période de Noël. Et s'il y a eu des avancées, je crois qu'il suffit de tendre l'oreille à l'égard des hôteliers restaurateurs, à l'égard de celles et ceux qui organisent ensuite des éléments de consommation pour se rendre compte évidemment que la destination de Noël au Beachland est une destination qui compte dans le paysage mosellan. Je crois que c'est important de le rappeler. Le deuxième point, je crois que lorsqu'on travaille sur une boutique éphémère qui a été la première édition l'an dernier, et qu'avec cette crise économique et cette crise sociale, on prend la décision de le réorganiser et qu'il y a plus de chiffre d'affaires et plus de fréquentation, on a la démonstration que lorsque le territoire se mobilise, lorsque le territoire dans sa cohérence vend les savoir-faire locaux et vend évidemment les produits locaux, les clients et la population étaient au rendez-vous. Alors on arrive à attirer les touristes, mais pas forcément suffisamment les habitants. L'INSEE vient de dévoiler ses nouveaux chiffres, arrêtés à 2020. Le Pays de Bitche affiche une baisse de population de 4,4% avec une perte de 1145 habitants. Vous en dites quoi? Est-ce qu'il faut inverser la tendance ou est-ce que de toute façon il n'y a pas besoin d'être forcément plus nombreux? Et si vous vouliez inverser la tendance, comment faire à la fois pour éviter que des habitants actuels déménagent et aussi pour attirer de nouveaux habitants et notamment des jeunes? Vous savez, la qualité de l'INSEE, c'est de mettre une photographie sur le moment. Cela relève évidemment d'un exercice important mais qui reste théorique, et je crois que lorsqu'on sait aujourd'hui les questions de démographie de manière globale, que ce soit en Moselle ou que ce soit en France ou dans les territoires ruraux, de manière générale les territoires ruraux ont des difficultés à maintenir la population. Quelles sont les décisions qui sont mises en œuvre par les élus depuis quelques années déjà? C'est de travailler sur l'attractivité. Lorsqu'on parle du haut débit, lorsqu'on parle de la mobilité, lorsqu'on parle de la culture, lorsqu'on parle du sport, lorsqu'on parle évidemment par exemple de la convention territoriale globalisée que nous avons signée avec la CAF, cela vient renforcer l'attractivité du territoire. Et je crois qu'il faut se donner rendez-vous dans 5 ou 10 ans pour voir comment les choses ont évolué. Je crois que lorsqu'on peut mesurer évidemment aujourd'hui l'engouement du territoire à développer ces éléments d'attractivité, lorsqu'on regarde évidemment de manière très récente déjà le développement d'un certain nombre de communes qui sont plus proches de certains territoires qui ont des offres. Et ces offres-là, il faut aujourd'hui les organiser au sein du territoire du Beachland. Je crois qu'il ne faut pas organiser les offres dans les territoires autour et attendre évidemment que d'autres territoires se mobilisent. Il faut que chaque territoire dans la symbiose s'inscrive en complémentarité avec Sarreguemines, avec Niederbronn, avec le pays de la Petite Pierre, avec cette volonté
forte du département et de la région de développer ces offres partout sur le territoire. On aurait pu évoquer évidemment la question de l'enseignement, des métiers d'art. En tout cas, la collectivité, que ce soit l'intercommunalité, les communes, le département et la région, se mobilisent depuis un certain temps déjà sur ces questions d'attractivité. Force ensuite est de constater que l'intercommunalité, depuis quelques années, prend des décisions importantes. Depuis 2 ans, nous prenons des décisions très importantes sur la question de la santé. Nous avons pris la compétence, nous venons de valider un contrat local de santé, tout ça pour accompagner aujourd'hui des offres, et vous l'avez évoqué dans votre JT tout à l'heure, des offres complémentaires. Et donc, les résultats de l'INSEE, c'est un non-événement. Je crois que chaque maire, chaque élu, chaque population peut pouvoir mesurer évidemment la tendance de son territoire. Donc, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Tout autre sujet, inflation, augmentation des prix des matières premières, hausse des coûts de l'énergie. Les artisans souffrent particulièrement, les entreprises aussi. Alors la CCPB a-t-elle des leviers d'action pour les soutenir? Vous avez par exemple déjà créé J'achète Beacherland, mais est-ce qu'il y a d'autres coups de pouce prévus ou possibles? Nous intervenons depuis 2 ans dans les subventions en matière d'investissement des artisans commerçants. La communauté de communes a mobilisé 100 000 € pour apporter évidemment son soutien à l'investissement. C'est un premier point. Le deuxième, c'est que nous soutenons évidemment l'économie locale au travers de la consommation locale, du développement des circuits courts, ce qui vient renforcer aussi l'attractivité touristique, mais surtout renforcer la capacité de celles et ceux qui sont installés sur le territoire à vendre des produits à celles et ceux qui sont des consommateurs du territoire. Je crois que la meilleure politique économique, c'est déjà de raccourcir, de raffermir le flux des matériaux, le flux évidemment des matières premières et ne pas les envoyer sur les routes pour aller à l'autre bout de la France ou de l'Europe se faire transformer. Et donc c'est dans cette dimension-là que nous nous inscrivons, avec cette volonté aussi de susciter des créations nouvelles. Et donc naturellement la communauté de communes avec ses partenaires, la région et le département, et je crois que c'est important de le rappeler, on est mobilisé pour développer l'activité économique, mais surtout la consommation et l'investissement sur le territoire. Et la communauté de communes y met les moyens. Autre thématique, la situation est tendue avec le SDEA, le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle, qui veut se retirer du Pays de Bitche en juillet. Vous avez un plan B ? La solution et la situation, elle n'est pas tendue, il n'y a pas de plan B. Je crois que lorsqu'on est dans un syndicat, ce syndicat a vocation à mettre en œuvre les décisions de son syndicat. Et le SDEA est un syndicat de qualité qui est organisé par commission locale, dont je suis le président. Et donc nous avons pris des décisions importantes à l'unanimité, des questions budgétaires. Celles-ci doivent être observées dans la déclinaison, à la fois sur les investissements et sur les recettes. Le Pays de Bitche paye ses recettes, le Pays de Bitche, au travers de ses usagers, paye les redevances. En face, il faut que les investissements se fassent. Et puis le SDEA a demandé évidemment une décision de la communauté de communes que nous avons pris à l'unanimité. Et puis le dernier point, vous savez, lorsqu'on est dans un syndicat, c'est ceux qui sont dans le syndicat qui peuvent décider de sortir. Ce n'est pas le syndicat qui peut décider d'exclure qui que ce soit. Donc voilà, je crois que lorsqu'on se tient au droit, lorsqu'on se tient à des décisions démocratiques, il n'y a pas de sujet. Voilà. Les rapports ne sont pas tendus, mais ça fait quand même un peu rapport de force, ce que vous dites. C'est pas le syndicat qui peut décider de partir. Je vous dis la loi, madame. D'accord. Voilà. Alors, vous avez commencé à l'aborder tout à l'heure concernant les déchets. Vous avez choisi de maintenir la collecte en porte-à-porte pour les recyclables, en alternant les collectes du coup 1 semaine sur 2. Quel bilan en dressez-vous, sachant que l'été dernier, il y a quand même eu, en période de forte chaleur, pas mal de plaintes? Écoutez, c'est un bilan 100% positif. Vous avez évoqué tout à l'heure l'attractivité, vous avez évoqué quelles sont les décisions du Pays de Bitche. Le Pays de Bitche prend les décisions qui sont les plus favorables à ses usagers et à ses habitants. Nous avons fait le choix de ne pas demander aux gens de se déplacer pour aller aux bornes d'apport volontaire. Et vous êtes bien placé pour pouvoir mesurer combien ce service est apprécié unanimement et qu'il est beaucoup envié par les territoires où la population doit se déplacer pour aller aux bornes d'apport volontaire. Le deuxième point, on a souhaité évidemment faire du circuit court et faire des questions d'environnement les questions prioritaires. C'est pour ça que le Pays de Bitche essaye de gérer les ordures et les déchets au plus près du lieu de production. C'est les composteurs, c'est les abris-bacs. Et je crois que c'est une démonstration qui aujourd'hui a été faite et qui est 100% gagnante.
et vous pouvez le mesurer. Je vous invite à venir rencontrer celles et ceux qui sont des usagers du service de collecte des ordures ménagères au Pays de Bitche pour se rendre compte que nous avons aujourd'hui un service qui est le plus adapté à la population. D'un côté, un ramassage de porte-à-porte, d'un autre, pour celles et ceux qui veulent composter, qui veulent gérer leurs matériaux putrescibles chez eux, la gratuité des composteurs. Nous offrons un composteur pour celles et ceux qui veulent composter. Et pour celles et ceux qui veulent ne pas utiliser des sachets, qui, je le rappelle, sont évidemment pas putrescibles, pas compostables, et donc il y a là des productions qui ne sont pas tout à fait vertueuses, on propose l'utilisation d'un abri-bac. Ça veut dire que dans quelques endroits pour les communes qui ont souhaité expérimenter, et toutes les communes qui se sont lancées dans l'expérimentation en sont satisfaits. On a d'ailleurs d'autres communes qui souhaitent aussi bénéficier d'un abri-bac, ce qui permet à la population de se déplacer et de déverser leurs biodéchets dans un espace qui est réservé évidemment pour les biodéchets et qui est collecté de manière hebdomadaire par un prestataire pour ensuite être valorisé par le CIDEM. Donc 100% satisfait de la part du président. Vous disiez tout à l'heure concernant la santé qu'effectivement la CCPB a pris la compétence. Comment ça se profile pour la suite? Quel rôle peut jouer la communauté de communes dans l'évolution de l'offre de soins? Je crois que le constat qui est fait aujourd'hui, c'est un constat d'interrogation par les usagers des services de santé et un constat qui est partagé par les élus en disant que ça devrait fonctionner différemment. Je crois que lorsqu'on a dit ça, on dit la vérité, mais on n'a pas avancé. Il a été proposé que l'intercommunalité puisse prendre ses compétences pour à un moment donné, à côté de l'État, à côté de la région, dont je salue évidemment l'engagement, puisse apporter sa contribution. Ici à Sarreguemines, cela est fait depuis de longues années à côté de l'hôpital de Sarreguemines, au travers de la communauté d'agglomération, puisse évidemment organiser une offre de soins adaptée. Cela peut se concrétiser par des moyens financiers qui sont mobilisés. Cela peut être concrétisé par des embauches au niveau de l'intercommunalité pour faciliter, par exemple, pour les médecins, le fonctionnement administratif, parce que les professionnels de santé, ce qu'ils veulent, c'est être au service de leurs patients et non pas au service de la technostructure et de l'administratif. Et donc, la communauté de communes, elle sera aux avant-postes, à côté des professionnels de santé, à côté de l'hôpital de Sarreguemines Beach, à côté de la région, pour essayer d'organiser une offre de soins qui soit adaptée au milieu rural, qui soit adaptée à la géographie et aux besoins du territoire. Vous êtes président de la CCPB, mais vous êtes aussi vice-président du conseil départemental de la Moselle. Quel est le regard que vous portez sur 2023 à l'échelle départementale ? À l'échelle départementale, le département est mobilisé à la fois sur les questions de relance de l'économie, je crois que c'est important, on l'évoquait tout à l'heure au travers de Moselle Attractivité. Le département est très engagé sur Paris 2024 au travers d'un soutien fort à la pratique sportive et nous avons inauguré un haut lieu de la préparation sportive à côté de Metz et vous le savez. Le département est très engagé dans le soutien à l'économie locale au travers des investissements qu'il conduit à côté des communes et de l'intercommunalité. Ce sont 25 millions d'euros qui sont apportés tous les ans au niveau des investissements locaux. Il est très investi évidemment dans la restructuration de ces collèges. Ce sont de nombreux collèges qui vont être reconstruits et je crois que le département reste cette collectivité de proximité au service des Mosellanes et des Mosellans puisque avant tout, et je crois que c'est important de le rappeler, puisque c'est une richesse du département, le département c'est la collectivité des solidarités au travers du RSA, au travers des allocations individuelles, au travers de la protection de l'enfance et donc le département s'engage fortement pour que 2023 puisse être une année de solidarité et puis une année aussi où celles et ceux qui veulent, je crois que c'est important de le dire parce que beaucoup souhaitent retrouver la voie du travail, puissent avoir une lueur bienfaisante pour leur permettre de retrouver un emploi. Et même pour le mot de la fin, il vous reste 1 minute pour conclure cet entretien en vous adressant directement aux téléspectateurs de Mosaïque Cristal. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire en ce début d'année ? J'ai envie de leur dire naturellement que je leur souhaite une bonne santé, parce que lorsqu'on a la santé, tout est possible. Leur dire qu'ils doivent garder l'espérance. Leur dire aussi que dans cette société, on a besoin de plus de solidarité et plus d'engagement individuel. Je crois qu'on ne peut rien attendre d'en haut. C'est chacun à son niveau, à sa responsabilité, à sa mesure de s'engager pour construire une année 2023 plus
plus rayonnante. Leur dire évidemment que l'intercommunalité pour le Pays de Bitche ou le département pour le territoire de manière globale resteront des collectivités de proximité et que leurs élus restent des élus fiers de les servir, fiers de s'engager et que pour ce qui me concerne avec Sophie Pastor et l'ensemble de l'équipe communautaire, on est fiers du Pays de Bitche et de ce que fait la communauté de communes, de ce que fait le département et on est avant tout fiers de pouvoir servir ces populations qui ont besoin d'avoir des élus engagés, responsables et profondément fiers des responsabilités qu'ils exercent. Eh bien, merci d'avoir été mon invité aujourd'hui et bonne année et meilleurs vœux à vous aussi. Meilleurs vœux à toutes et à tous.